On dit souvent que la stabilité c'est un foyer, un compte en banque bien rempli, un amour qui vous protège des tempêtes. J'y ai cru, de toutes mes forces. J'ai passé des années à construire cette forteresse pour l'homme que j'aimais, pierre par pierre, sacrifice après sacrifice. Mais le jour où il a atteint le sommet, il a regardé en bas et a décidé que je n'avais plus ma place dans le paysage. Il m'a poussé du haut de la tour que j'avais bâtie pour lui. Et dans cette chute vertigineuse, en touchant le fond, j'ai découvert une vérité que personne ne m'avait jamais apprise. La véritable forteresse, l'unique rempart contre l'effondrement, ce N, était pas lui. Ce N, était pas nous. La stabilité, était moi. Notre histoire n'a pas commencé par un coup de foudre, mais par un pacte silencieux, un projet commun, plus grand que nous, son avenir. Notre avenir, je me répétais sans cesse, se joue à un concours près. Ce N, était pas n'importe quel concours. C, était le sésame, la clé d'or qui devait nous ouvrir les portes d'une vie de prestige, celle d'une grande école qui promettait un statut, un salaire, une reconnaissance. Et j'avais fait de sa réussite la mission de ma vie. Je me revois encore, dans la pénombre de notre petit appartement, où l'odeur du café filtre se mêlait à celle des livres de droit. Il était 3 heures du matin, ses yeux étaient lourds de fatigue, et je lui tendais une tasse fumante en murmurant « Encore un petit effort, on y est presque ». Le « on » était crucial. Chaque page qu'il tournait, c'est comme si je la tournais avec lui. Chaque concept qu'il mémorisait, je le célébrais comme une petite victoire personnelle. Mes amis m'appelaient pour sortir, pour un verre, un cinéma. Ma voix était toujours la même, un mélange de regret et de fermeté. Je ne peux pas, il a besoin de silence pour réviser. Une autre fois, promis. Les autres fois se sont faites de plus en plus rares, jusqu'à disparaître. Mon monde était rétréci aux dimensions de son ambition. Mes propres économies, celles que je mettais de côté pour un voyage ou pour lancer un jour mon petit projet de poterie, sont parties dans des prépas hors de prix, dans des piles de manuels qui envahissaient notre salon. Chaque renoncement était une brique que j'ajoutais à l'aile, édifice de son succès. Je n'étais pas sa supportrice. J était l'architecte invisible de son futur. Je dessinais les plans, je coulais les fondations. Je veillais à ce que chaque mur soit solide. Lui, il n'avait qu'à entrer dans la maison une fois terminé. Le jour des résultats est gravé dans ma mémoire comme une fresque aux couleurs éclatantes. La tension était insoutenable. Le clic de la souris sur le site des admissions a résonné dans l'appartement comme un coup de feu. Et puis, son nom. Affiché en gras. Adémis. Un cri a jailli. Un mélange de soulagement et d'incrédulité. Il m'a soulevé de terre, m'a fait tourner dans ses bras en hurlant « On a réussi! On a réussi! Point !» Des larmes coulaient sur nos joues, des larmes de joie pure. À cet instant précis, en le sentant trembler contre moi, j'ai su que chaque nuit blanche, chaque soirée sacrifiée, chaque centime investi, en valait la peine. Notre vie allait commencer. Mais il y a eu le jour d'après. Et avec lui, le début de la fin. Le changement n'a pas été brutal. Il a été insidieux, comme une fissure qui apparaît dans un mur, et étend lentement, jour après jour, jusqu'à menacer toute la structure. L'homme que j'avais soutenu, mon partenaire dans l'épreuve, a commencé à se métamorphoser. Son admission ne lui avait pas seulement offert un avenir. Elle lui avait conféré un nouveau statut, une nouvelle assurance, et un nouveau regard sur moi. Les conversations sur nos projets sont devenues des monologues sur ma carrière. Les soirées avec ses nouveaux camarades de promo sont devenues des épreuves pour moi. Il me coupait la parole, rectifiait mes propos avec une condescendance qui me glaçait le sang. Laisse, tu ne peux pas comprendre, c'est assez technique. Mes rêves, mes passions comme la poterie, qui l'encourageaient autrefois, étaient désormais traités comme des passe-temps mignons, des distractions d'adolescente face à ses ambitions sérieuses. La phrase qui a sonné le glas est tombée lors d'un dîner. J'exprimais un doute sur l'un de ses projets, et il m'a fusillé du regard avant de lancer, devant tout le monde. Écoute, on ne joue plus dans la même cour maintenant. Le silence qui a suivi a été plus violent qu'une gifle. J'ai compris. J'avais passé des années à lui construire un piédestal, et maintenant qu'il était dessus, il me trouvait trop petite, indigne de le regarder dans les yeux. La douleur n'est pas venue d'une trahison spectaculaire, d'une autre femme dans son lit. Elle est venue de 1000 petites morts, de 1000 trahisons émotionnelles qui me rappelaient chaque jour que J était devenu obsolète. La confirmation finale n'a été qu'une formalité, un aveu glacial, un soir, alors que je lui demandais ce qui n'allait pas. Je ne t'aime plus, j'ai évolué. Toi non. Ces mots n'ont même pas provoqué de colère, juste une immense et profonde tristesse. Il n'avait pas tort. Il avait évolué.
Il était devenu cet homme brillant et arrogant que j'avais contribué à créer. Et cet homme-là n'avait plus besoin de moi. Partir n'a pas été un choix, mais un instinct de survie. En regardant cet étranger dans l'appartement que j'avais décoré avec tant d'amour, j'ai compris que notre foyer était devenu un champ de ruines. Et si je restais, j'allais finir enseveli sous les décombres de ce que nous avions été. Le divorce a été d'une violence inouïe. Pas seulement sur le papier, mais dans l'âme d'âme. Il m'a dépouillé de tout. De l'appartement, de la sécurité financière, de nos amis communs qui, pour la plupart, ont choisi le camp du vainqueur. Mais surtout, il m'a dépouillé de mon identité. Pendant des années, j'avais existé à travers lui. J était la femme de tous nous-mêmes, celle qui soutient moult tous nous-mêmes. Sans lui, qui étais-je? La question tournait en boucle dans le silence assourdissant de mon nouveau studio. Un petit espace impersonnel, avec des murs blancs et une vue sur une cour triste. Les premiers mois ont été une descente aux enfers. Je passais mes journées à remplir des formulaires administratifs, à me battre avec des cartons, et mes nuits à fixer le plafond, hanté par la même question. Où ai-je échoué? Point. Je me repassais le film de notre vie, cherchant l'erreur, le moment où j'aurais dû comprendre. J était persuadé que ma valeur était liée à sa réussite. Et maintenant qu'il était parti, je ne valais plus rien. La culpabilité me rongeait. N. Étais-je pas assez intelligente, pas assez ambitieuse, pas assez intéressante pour lui? Je retournais parfois, comme une somnambule, sur les lieux de notre bonheur passé. Le banc où il m'avait demandé en mariage. Le petit café où nous passions nos dimanches. Chaque endroit était une torture. Un fantôme qui me murmurait que j'avais tout perdu. Le déclic n'a pas été un grand événement. Pas de révélation soudaine, pas de coup de théâtre. Ce fut un moment minuscule, presque ridicule. J'avais acheté une petite bibliothèque en kit. Pendant des heures je me suis battue avec les vis, les planches. Un mode d'emploi incompréhensible. J'ai pleuré de frustration. J'ai failli tout jeter par la fenêtre. J'ame était seule. Terriblement seule. Et puis, je ne sais comment, j'ai respiré profondément, j'ai repris le plan, et vis après vis, planche après planche, le meuble a pris forme. Quand j'ai posé le dernier clou, je me suis reculée. La bibliothèque était un peu bancale, mais elle tenait debout. Toute seule. Et moi aussi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une pointe de fierté. J'avais accompli quelque chose. Seule. Peu de temps après, sur les conseils d'une amie, j'ai poussé la porte d'un cabinet de psychologue. Après plusieurs séances où je n'avais fait que parler de lui, de nous, de ma douleur, le thérapeute m'a regardé et m'a posé une question simple. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire, maintenant? Point. Le « elle » vous. Pas conçu un vous deux, juste moi. La question a provoqué un électrochoc. Je suis restée silencieuse, incapable de répondre. Ça faisait si longtemps que personne ne me l'avait posée. Ça faisait si longtemps que je ne me l'étais pas posée à moi-même. Ce fut la première lueur. La prise de conscience que ma vie n'était pas un livre déchiré, mais une page blanche. Terrifiante, mais blanche. J'ai commencé à me reconstruire, non pas avec de grands projets, mais avec de petites décisions. Je me suis inscrite à une formation professionnelle, dans un domaine qui m'avait toujours intéressée. J'ai postulé à un nouveau travail. J'ai repris contact avec ces vieilles amies que j'avais délaissées, celles qui m'avaient connue avant lui, et qui me voyaient pour ce que J était devenu à son ombre. Un week-end, sur un coup de tête, j'ai réservé un billet de train pour la mer. Partir seule me terrifiait. Mais assise sur la plage, face à l'immensité de l'océan, j'ai senti quelque chose changer. Le bruit des vagues couvrait le vacarme de mes pensées. L'air salin semblait nettoyer mes poumons de toute la tristesse accumulée. Chaque pas était difficile. Chaque jour était un combat contre les fantômes du passé. Mais chaque pas éloignait un peu plus des ruines, et me rapprochait de moi-même. Aujourd'hui, des années ont passé. La femme que je suis devenue ne ressemble ni à la jeune fille dévouée, qui sacrifiait tout pour l'ambition d'un autre, ni à la femme brisée, qui pleurait sur les décombres de son mariage. Je suis simplement moi, dans ma version la plus authentique. J'ai finalement ouvert ce petit atelier de poterie dont je rêvais. Mes mains, qui préparaient autrefois le café pour le tenir éveillé, façonnent aujourd'hui l'argile. Je crée des objets avec mes propres imperfections, mes propres forces. J'ai trouvé le succès, mais selon mes propres termes. Un succès qui ne se mesure pas en statut social ou en salaire, mais en paix intérieure. En moments de joie simple. Je regarde mon passé sans amertume. Avec la sagesse de celle qui a traversé le feu et qui en est ressortie transformée. J'ai compris que ce concours n'avait pas changé l'homme que j'aimais. Il n'a fait que révéler qui il était vraiment.
Son départ n'a pas été ma fin, mais ma libération. Une libération forcée, douloureuse, mais nécessaire. La force que j'ai trouvée pour me relever ne sort pas de nulle part. Elle a été forgée dans chaque larme, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque moment de solitude angoissante. Des cendres de ma vie passée, je ne me suis pas seulement retrouvée, je me suis créée. La stabilité que je cherchais si désespérément chez lui, je l'ai trouvée en moi. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert une fois pour toutes. Ce n'est pas un diplôme, un contrat de travail, ou une bague au doigt. C'est la capacité à se relever après la chute. C'est transformer la douleur en carburant. C'est comprendre que le projet le plus important d'une vie, ce n'est pas de construire l'avenir de quelqu'un d'autre, mais de se construire soi-même, chaque jour. Il a réussi son concours et a cru avoir conquis le monde. Il ne savait pas qu'en me perdant, il m'offrait l'univers tout entier. Car cette stabilité que je cherchais désespérément à l'extérieur, cette force que je plaçais en lui, la stabilité, était moi, depuis le début. Notre histoire n'a pas commencé dans le fracas d'un coup de foudre, ni sous les lumières d'une soirée parisienne. Elle est née dans le silence feutré d'une bibliothèque. La bibliothèque Sainte-Geneviève, pour être précise. Ce temple de savoir où des générations d'étudiants sont venus user leurs yeux et leurs espoirs sur des pages jaunies. L'air y était lourd, chargé de l'odeur du papier ancien, du cuir des reliures, et de la tension palpable de milliers de futurs en suspens. Je le voyais depuis des semaines. Toujours à la même place, sous le halo vert d'une lampe de lecture, le dos voûté sur une pile de manuels de droit constitutionnel qui semblait vouloir l'avaler tout entier. Il était pas de ceux que l'on remarque au premier regard. Pas de charme tapageur, pas de rire qui éclate. Il y avait chez lui une intensité presque douloureuse, une concentration si totale, qu'elle semblait le couper du reste du monde. Et c'est ça, je crois, qui m'a d'abord intrigué. Dans cette mer de visages fatigués, le sien portait une détermination farouche, une flamme que même l'eau, épuisement n'arrivait pas à éteindre. Notre première conversation n'a duré que 30 secondes. Il avait laissé tomber son stylo, qui avait roulé sous ma chaise. Je me suis penché pour le ramasser, et nos doigts se sont frôlés. Un contact électrique dans le silence monacal du lieu. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du guerrier. J'ai vu la fatigue immense qui creusait ses traits, la vulnérabilité dans son regard. Il a murmuré un merci à peine audible, mais son sourire était désarmant. Un sourire timide, reconnaissant, qui a fendu son masque de concentration et a laissé entrevoir l'homme derrière, étudiant. Ce soir-là, en rangeant nos affaires en même temps, nous avons échangé quelques mots sur le parvis. La nuit était fraîche, les lumières du Panthéon illuminaient la place. Il m'a parlé du concours. Pas avec arrogance, mais avec une sorte de respect craintif. Il en parlait comme d'une montagne à gravir, un Everest qui déciderait de toute son existence. Ce qui m'a touché, ce n'est pas son ambition, mais la peur qui la sous-tendait. Il ne voulait pas simplement réussir pour le prestige. Il voulait s'extraire de sa condition, offrir une autre vie à sa famille, prouver qu'il en était capable. Il y avait une noblesse dans sa quête, une humilité qui me parlait bien plus que n'importe quel discours confiant. À cette époque, il était l'incarnation de la droiture, il était reconnaissant pour chaque petite chose. Un café que je lui apportais, un livre que je lui mettais de côté, une simple écoute. Il me disait souvent, « Tu comprends les choses, sans que j'aie besoin de les expliquer. » Il me voyait. Il voyait mon intelligence, ma sensibilité. Il ne me considérait pas comme une aide, mais comme une alliée, son égale dans cette bataille. Il partageait ses doutes les plus profonds, ces moments de découragement où il se sentait comme un imposteur. Et dans ces moments-là, je sentais mon rôle devenir essentiel. Le soutenir était pas un sacrifice, était une évidence. Parce que je croyais en lui, oui, mais surtout je croyais en nous. Je croyais en la personne qu'il était quand il baissait la garde avec moi. Je me souviens d'une nuit, en particulier. Une de ces nuits de fin d'hiver, où la fatigue est si lourde qu'elle ressemble à un deuil. Il était 3 heures du matin. Il a soudainement fermé son livre avec une violence sourde, qui a fait vibrer la table de notre minuscule cuisine. Il a enfoui son visage dans ses mains et a dit d'une voix brisée, « Je n'y arriverai jamais. C'est trop. Je ne suis pas assez bon. » N'importe qui d'autre aurait tenté de le rassurer, de lui dire de tenir bon, mais j'ai vu que les mots ne serviraient à rien. Alors j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai pris les clés de la voiture de mes parents, que j'avais empruntée ce week-end-là. Je lui ai mis un manteau sur les épaules et je lui ai dit, « Viens !» Il m'a suivi sans poser de questions, comme un automate. J'ai roulé pendant 1 heure, en silence,
sortant de Paris endormi pour rejoindre la campagne. Je me suis arrêté au sommet d'une petite colline qui surplombait la vallée. Le ciel commençait à peine à pâlir, passant du noir d'encre au violet profond. Le monde était silencieux, endormi, paisible. Nous sommes restés là, debout dans le froid mordant, à regarder le soleil se lever. Les premiers rayons dorés ont percé l'horizon, incendiant les nuages et chassant lentement l'obscurité. Je ne lui ai pas parlé du concours, ni de ses révisions. Je lui ai parlé de mon rêve de gamine, d'avoir un petit atelier de poterie, de l'odeur de la terre mouillée, de la sensation de créer quelque chose de beau avec mes mains. Il a tourné son visage vers moi, les couleurs de l'aube se reflétaient dans ses yeux humides. Il a pris ma main, l'a serrée fort dans la sienne et a dit « Miko, quand on aura réussi, je te le jure, la première chose qu'on fera ce sera de te trouver cet atelier. Ce sera ton endroit, notre endroit. Parce que sans toi, tout ça ce n'est que du bruit. C'est toi, la vraie vie. » À cet instant, sous ce ciel immense et magnifique, j'ai cru avoir scellé un pacte éternel. J'ai cru que notre amour était la fondation sur laquelle nous allions tout construire. Ce lever de soleil N était pas juste un moment de répit. Était la promesse d'un avenir radieux, un avenir où ses ambitions et mes rêves pouvaient coexister, se nourrir l'un l'autre. Était la promesse que, peu importe la hauteur de la montagne qu'il gravirait, il se souviendrait toujours de celle qui l'avait empêché de tomber dans le vide. La transition s'est faite comme une évidence, comme le courant d'une rivière qui trouve naturellement son chemin vers la mer. Le concours N n'était pas la fin de la course, mais le premier jalon de notre vie. Le soir où il a reçu sa première offre de stage dans un cabinet prestigieux, il ne m'a pas emmené dans un grand restaurant. Il m'a emmené sur le pont des Arts. La nuit était douce, Paris scintillait à nos pieds. Il n'a pas fait un long discours. Il a sorti de sa poche une petite boîte, sans marque, presque anonyme. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant, mais une bague simple, en argent, avec une petite pierre de lune, ma préférée, celle qui change de couleur selon la lumière. Il a pris ma main et a dit, sa voix légèrement tremblante. J'ai passé des années à construire mon avenir. Mais il n'aura aucun sens si tu n'acceptes pas des dates, être mon présent pour toujours. Épouse-moi. Deviens le centre de tout ça. J'ai pleuré, bien sûr. Pas seulement de joie, mais de reconnaissance. Il n'avait pas oublié. Il savait que le jeûne de sa réussite était en réalité un nous. Nos premières années de mariage ont eu le goût du champagne et des matins paresseux. Nous avions emménagé dans un appartement plus grand, lumineux, avec un petit balcon qui donnait sur les toits de Paris. Fini, le studio exigu où nos vies s'empilaient avec les manuels de droit. Cet endroit, était notre toile blanche. Nous avons passé des week-ends entiers à le peindre, à monter des meubles, à choisir chaque objet avec soin. Chaque coussin sur le canapé, chaque cadre sur le mur était une décision commune, une petite brique de plus à notre foyer. Nos rêves étaient simples et clairs. Nous voulions voyager. L'Italie, d'abord pour ses artistes et sa douceur de vivre. Nous voulions des enfants, un garçon, et une fille peut-être. Il parlait de leur apprendre à jouer aux échecs, je parlais de leur lire des histoires. Et puis, il y avait mon atelier. Était devenu notre petit refrain, notre promesse secrète. Dès que j'ai ma première grosse prime, mais, disait-il, on cherche un local. Avec une grande verrière pour que tu aies de la lumière. Ce N, était pas juste mon rêve, était devenu le sien. Le symbole de la vie créative et douce qui nous attendait après les années de sacrifice. Il y avait tant de moments de bonheur que c'est difficile d'en isoler un seul. Mais il y en a un qui brille plus fort que les autres, un instantané parfait de ce que nous étions. Était pour notre premier anniversaire de mariage. Il m'avait fait la surprise d'un week-end en Normandie, dans un de ces petits villages d'artistes nichés dans la campagne verdoyante. Nous nous sommes promenés, main dans la main, dans des ruelles pavées, visitant des galeries, des ateliers. Et puis, au détour d'une petite place ombragée nous l'avons vu. Un atelier de potier. La porte était grande ouverte, laissant échapper une odeur d'argile fraîche et de terre humide. À l'intérieur, un vieil homme aux mains couvertes de terre, tournait une pièce sur son tour, le visage serein, complètement absorbé. Je suis resté figé sur le seuil, fasciné. Il ne m'a pas pressé. Il est resté derrière moi, silencieux, posant simplement ses mains sur mes épaules. Il n'a pas regardé le potier. Il me regardait, moi. Je sentais son regard sur mon visage, observant mon émerveillement. Après un long moment, je me suis tourné vers lui, les yeux brillants. Je n'ai rien eu besoin de dire. Il a souri, de ce sourire tendre et complice que je connaissais si bien.
Il est entré dans l'atelier, a échangé quelques mots avec l'artisan, et en est ressorti avec un petit bol en céramique, d'un bleu profond comme l'océan. Il me l'a tendu. Pour patienter, a-t-il murmuré. En attendant que tu remplisses notre maison avec les tiens. Ce jour-là, dans ce petit village, je n'ai pas seulement reçu un cadeau. J'ai reçu la confirmation la plus pure de son amour. Il ne voyait pas en moi un passe-temps, mais une artiste. Il ne soutenait pas un rêve, il le partageait. En tenant ce bol dans mes mains, encore tiède du four, j'ai senti le poids de notre avenir. Un avenir solide, magnifique, façonné à 4 mains, où chaque parcelle de nos êtres avait sa place et était chérie. J'ai cru, avec la certitude des âmes amoureuses, que rien ne pourrait jamais fissurer une fondation aussi solide. Le champagne a perdu son pétillant. Lentement, sans que je m'en rende compte tout de suite. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du stress de son nouveau poste. Les longues journées, les dîners d'affaires, les dossiers à boucler pour le lendemain. Le victorieux du jour des résultats s'est mué en un affairé. Je dois travailler tard ce soir, je suis épuisé, ma carrière est à un tournant décisif. Le « on », qui avait été notre mantra, la clé de voûte de notre projet commun, était évaporé. Le premier vrai signal d'alarme n'a pas été une dispute, mais un silence. Nous étions invités à un dîner chez l'un de ses collègues, un associé senior du cabinet. Un appartement haussmannien magnifique, des conversations brillantes, des gens qui semblaient tous sortis du même moule d'excellence. Je me sentais intimidé, mais j'essayais de participer. Au cours d'une discussion sur l'art contemporain, un sujet que je connais un peu, j'ai commencé à donner mon point de vue. Il ne m'a pas laissé finir ma phrase. Il a posé sa main sur mon bras. Un geste qui se voulait affectueux pour l'assemblée, mais dont la pression était un ordre. Laisse les experts parler, mon amour, a-t-il glissé avec un sourire charmeur adressé aux autres invités. Personne n'a relevé, mais moi j'ai senti le sol se dérober. Mon amour. Ce mot, qui avait été mon refuge, était devenu une muselière. J'ai passé le reste de la soirée silencieuse, le sourire figé, en me sentant comme un accessoire démodé qu'il avait oublié de laisser au vestiaire. Les fissures se sont multipliées. Mon monde, mes passions, qui étaient autrefois notre bouffée d'air frais, sont devenus des irritants. Un soir, pleine d'enthousiasme, je lui ai montré une brochure pour un stage de poterie, avec un céramiste de renom. Était notre rêve, notre promesse. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur. Tu as vraiment le temps pour ces enfantillages ? A-t-il lâché, le ton sec et impatient. Le mot « enfantillage » a résonné en moi comme un coup de marteau sur du verre. Ce qui avait été le symbole de notre avenir commun, la promesse du lever de soleil, était maintenant rabaissé, au rang de caprice immature. Il ne justifiait plus rien. Il imposait une nouvelle réalité. Sa carrière était le centre de l'univers. Et tout le reste, y compris moi, était que satellite. La trahison n'a pas eu le visage d'une autre femme. Elle a été bien plus insidieuse. Était une trahison de âme, un reniement de tout ce que nous avions été. Chaque fois qu'il me coupait la parole en public, chaque fois qu'il levait les yeux au ciel quand je parlais de ma journée, chaque fois qu'il choisissait une soirée avec ses contacts importants plutôt qu'une soirée tranquille avec moi, il me trahissait. Il trahissait l'homme qu'il avait été, celui qui me disait que je n'étais qu'un était la vraie vie. La confusion a laissé place à une douleur sourde et constante. J'ai commencé à marcher sur des œufs, à peser chacun de mes mots, à anticiper ses humeurs. J'essayais de comprendre ce que j'avais fait de mal, comment je pouvais redevenir celle qu'il admirait. Je me suis mise à lire les journaux économiques, à essayer de m'intéresser à ces dossiers. Mais était peine perdue. Ce n'était pas mon manque de connaissances qu'il me reprochait, était mon existence même. La phrase qui a tout fait basculer est tombée un mardi soir ordinaire. Une dispute a éclaté à propos d'une chose stupide. Une facture que j'avais oublié de payer. Mais la colère qui a explosé en lui était disproportionnée, glaciale. Je lui ai crié, les larmes aux yeux, que je ne le reconnaissais plus, qu'il était devenu un étranger arrogant et méprisant. Il ne s'est pas énervé. Il m'a regardé avec un calme terrifiant, comme si j'y étais un cadet, étude particulièrement décevant. C'est normal que tu ne me reconnaisses plus, a-t-il dit, sa voix posée et tranchante. On ne joue plus dans la même cour maintenant. J'y évolue, je vais de l'avant. Et toi tu restes là. Le silence qui a suivi a été total. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas une insulte, était un constat, un verdict. Était la rame abandonnée sur le quai, pendant que son train express pour le succès filait à toute allure. J'avais été l'ingénieur de la locomotive. J'avais posé les rails. Et maintenant,
était même plus digne d'être une passagère. Cette nuit-là, j'ai compris. J'ai compris que l'amour N était pas mort d'une crise cardiaque, mais qu'il avait été empoisonné lentement, goutte à goutte, par le venin de l'ambition et de l'arrogance. Il ne me voyait plus comme son allié, mais comme le témoin embarrassant de ses débuts modestes. Un témoin qu'il fallait faire taire. Après cette phrase, le temps s'est figé. On ne joue plus dans la même cour. Ces mots sont restés suspendus dans l'air de notre appartement pendant des jours, comme une fine couche de poussière toxique qui se déposait sur chaque meuble, chaque souvenir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'étais entré dans une sorte de sidération, un état de choc où le corps continue de fonctionner en pilote automatique, tandis que l'âme est en arrêt. Je lui préparais encore son café le matin, je faisais les courses, je répondais au téléphone. Mais était plus là. Était devenu un fantôme dans ma propre vie. La goutte d'eau n'a pas été une nouvelle dispute, ni une confession. Ce fut un moment d'une banalité assassine. Une semaine après sa sentence, il est rentré un soir, plus tard que d'habitude. Il ne m'a pas salué. Il a posé sa mallette en cuir sur la table du salon, a desserré sa cravate, et a passé un appel. Je l'entendais depuis la cuisine, où je préparais un dîner qu'aucun de nous n'allait manger. Sa voix était enjouée, pleine de cette assurance nouvelle qu'il réservait à ses interlocuteurs importants. Il parlait à un agent immobilier. Il parlait d'un investissement locatif dans le Marais, d'un petit pied-à-terre de rapport. Il parlait de notre compte commun, de nos économies, comme s'il s'agissait de sa cassette personnelle. Il a prononcé des phrases comme « Le cash flow est excellent, et il faut que je diversifie mon patrimoine ». Il n'a pas baissé la voix. Il n'a pas cherché à se cacher. Était pire que ça. C'est comme si je n'existais pas. Était ni une associée, ni une confidente, ni même une opposante. Était une présence transparente. Un bruit de fond négligeable pendant qu'il construisait son empire, seul. J'ai posé le couteau avec lequel je coupais des légumes. J'ai regardé mes mains. Ses mains qui avaient tapé ses mémoires, qui avaient préparé des milliers de cafés, qu'il avait massé quand il était trop tendu. Et j'ai compris. J'avais été là. Échafaudage. Et maintenant que l'immeuble était construit, non seulement on me démontait, mais on vendait mes pièces au plus offrant. Quand il a raccroché, il est venu dans la cuisine, a ouvert le frigo et a pris une bouteille d'eau. Il a bu une gorgée, toujours sans un regard pour moi. C'est là que j'ai parlé, ma voix était calme, presque méconnaissable. Je veux divorcer. Le mot est sorti, net, précis. Il n'a pas été crié, il a été posé entre nous comme une pièce à conviction. Il a froncé les sourcils, non pas de tristesse mais d'agacement, comme si je venais de le déranger au milieu d'un calcul complexe. Divorcer, n'exagère pas, on traverse une mauvaise passe, c'est tout. Non. Ce n'est pas une mauvaise passe. C'est la fin de la route. Pour moi. Il a soupiré, un soupir d'exaspération. Écoute, je n'ai pas le temps pour ce genre de drame en ce moment. On en reparlera ce week-end. Et c'est là que j'ai su que ma décision était la seule possible. Il ne se battait même pas. Pour lui, la fin de notre mariage était pas une tragédie. Était un contretemps. Un point de plus sur sa liste de choses à gérer. Les jours suivants ont été irréels. Il a accepté le divorce avec une efficacité redoutable, comme s'il s'agissait de la clôture d'un dossier client. Il a fait ses valises en une après-midi, ne prenant que ses costumes, ses livres importants et son ordinateur. Il n'a pas pris une seule photo de nous. En partant, il s'est arrêté sur le seuil, et m'a dit, sans la moindre trace d'émotion, « On fera ça proprement. Je ne veux pas de vagues. » Puis il a fermé la porte. Le clic de la serrure a été le son le plus violent et le plus libérateur que j'ai jamais entendu. L'appartement, soudain immense et silencieux, est devenu ma cage et mon sanctuaire. Nos amis communs se sont divisés en deux camps, avec une déconcertante prévisibilité. Ceux de son nouveau monde, les ambitieux, les puissants, se sont rangés de son côté sans même m'appeler. Mes anciennes amies, celles que j'avais négligées, sont revenues sur la pointe des pieds, apportant avec elles des boîtes de mouchoirs, des bouteilles de vin, et surtout, une écoute sans jugement. Le processus de divorce a été à l'image de la fin de notre relation, froid, technique et brutalement inégal. Il avait les meilleurs avocats, ceux de son cabinet. Moi j'avais un avocat commis d'office qui semblait perpétuellement fatigué. La séparation n'a pas été litigieuse au sens où nous nous serions déchirés en public. Elle a été pire. Ce fut une exécution administrative. Il a contesté chaque chose, non par attachement mais par principe. Il a fait valoir que l'appartement, acheté en partie avec l'héritage de mes grands-parents, était un bien commun dont la valeur devait être partagée selon ses propres calculs.
Il a argumenté que mes années passées à le soutenir n'avaient aucune valeur économique quantifiable. Le moment le plus difficile s'est déroulé dans une salle de médiation sans âme, avec des murs beiges et une table en formica. Nous étions assis de part et d'autre, nos avocats entre nous. On parlait de la répartition des biens. Son avocat a listé les objets de valeur. Les tableaux, les quelques bijoux, la voiture. Puis mon avocat, un peu mal à l'aise, a mentionné que je souhaitais conserver une collection de bols en céramique que nous avions achetés au fil de nos voyages, y compris celui de Normandie. Il a eu un petit rire, un ricanement à peine audible mais qui a suffi à glacer la pièce. Il s'est penché vers son avocat et a dit, assez fort pour que je l'entende. Laissez-lui ses poteries. Il faut bien qu'elle s'occupe. À cet instant, ce n'est pas la femme bafouée qui a été touchée, c'est la jeune fille qui avait regardé un lever de soleil sur une colline en croyant à une promesse. Il n'a pas seulement brisé notre mariage, il a sali nos souvenirs. Il a piétiné ce qu'il y avait eu de plus pur entre nous, et l'a transformé en une anecdote pathétique. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, mais je les ai ravalées. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Le jour de la signature finale, je me suis habillée avec soin. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me donner une contenance, une armure. Le bureau du juge était impersonnel. Il était déjà là, impeccable, consultant des messages sur son téléphone. Il a signé les documents sans même les relire, d'un geste rapide et assuré. Puis, ce fut mon tour. Le greffier m'a tendu le stylo. Il était lourd dans ma main. Mon regard s'est posé sur la page, sur nos deux noms réunis une dernière fois à Vendée, être officiellement séparés. J'ai vu défiler notre vie. La bibliothèque, le pont des Arts, les murs que nous avions peints ensemble, son rire quand il avait réussi son concours. Une tristesse infinie m'a submergé, le deuil d'une vie qui n'existerait plus jamais. Mais en dessous de la tristesse, une autre sensation a commencé à poindre, fragile mais tenace. Le soulagement. La peur du vide était immense, terrifiante, mais elle était moins effrayante que la perspective de passer une seule journée de plus à M et qui éteindre à côté de cet étranger. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai signé. Mon nom, à côté du sien. Ce N était pas une signature de défaite. C était le premier mot de ma nouvelle histoire. En sortant du tribunal, le soleil m'a ébloui. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais plus dans son ombre. J était seul, face à l'inconnu, mais J était libre. Les premiers mois ont été une longue traversée en apnée. Le silence de mon nouveau studio N était pas paisible. Il était assourdissant. Chaque recoin me renvoyait à ma solitude. Il y avait des jours où le simple fait de sortir du lit me demandait un effort surhumain. Le monde extérieur me semblait hostile, rempli de couples heureux, et de vies qui continuaient leur cours, indifférentes à mon naufrage. La liberté, au début, n'avait pas le goût de l'émancipation, mais celui de l'abandon. Je pouvais dîner à l'heure que je voulais, regarder le programme de mon choix, mais ces petites libertés ne faisaient que souligner l'absence de quelqu'un avec qui les partager. La douleur était physique. Une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine. Je me sentais vide, dépossédée non seulement d'un mari et d'un foyer, mais de 15 années de ma vie. Je me demandais si j'avais tout rêvé, si la jeune femme que j'avais été, pleine d'espoir et d'amour, n'avait été qu'une idiote. Pourtant, au milieu de ce marasme, de minuscules lueurs ont commencé à percer. Un jour, en faisant mes courses, j'ai acheté un bouquet de pivoines, mes fleurs préférées, celles qu'il trouvait trop chères et inutiles. Les poser dans un vase, sur ma petite table, a été un acte de rébellion silencieux. Un autre jour, j'ai passé un après-midi entier dans une librairie, sans regarder ma montre, juste pour le plaisir de sentir l'odeur des livres. J'ai repris contact avec mes vieilles amies, la gorge nouée par la honte de les avoir négligées. Elles ne m'ont pas jugée. Elles m'ont accueilli avec une tendresse qui m'a bouleversée, me rappelant la personne que était avant lui, celle qui riait fort, qui avait des opinions tranchées, et qui n'avait pas peur de prendre de la place. Le vrai tournant ce fut la terre, l'argile. Sur les conseils d'une de ses amies, je me suis inscrite à un cours de poterie du soir. La première fois que mes mains ont touché cette masse froide et malléable, quelque chose s'est produit. En la pétrissant, en la centrant sur le tour, c'est comme si je pétrissais ma propre douleur, comme si je recentrais ma propre vie. Le monde extérieur disparaissait. Il n'y avait plus que le bruit de la roue, la sensation de la terre qui prend forme sous mes doigts, et ma concentration. Chaque bol raté, chaque vase effondré était pas un échec, mais une leçon. J'apprenais à accepter l'imperfection, à recommencer, à transformer une masse informe en quelque chose d'unique. Je ne façonnais pas seulement de l'argile, je me refaçonnais moi-même.
Aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec le plan que j'avais dessiné il y a des années. Et c'est tant mieux. Je vis dans un petit appartement avec un balcon envahi de plantes, non loin de mon atelier. Mon atelier ? Ces 2 mots suffisent encore à me remplir de fierté. Ce n'est pas un grand espace, mais il est inondé de lumière. Les étagères sont remplies de mes créations, des bols, des tasses, des vases. Chacun portant les traces de mes mains, de mes doutes, et de mes joies. Ma routine est rythmée par le soleil et mes envies. Je me lève tôt, je bois mon café dans une tasse que j'ai fabriquée, et je vais à l'atelier. Certains jours je crée. D'autres, je lis, je me promène. J'ai appris à écouter mes propres besoins, une chose que j'avais complètement oubliée. La femme que je suis devenue est plus calme, mais aussi infiniment plus forte. J'ai appris que ma valeur haine était pas conditionnée à l'approbation d'un autre. L'amour, j'y crois toujours, mais je sais maintenant qu'il ne doit pas être un acte de sauvetage ou de sacrifice. Un véritable amour ne vous demande pas de vous effacer, il vous aide à vous révéler. Il ne vous rétrécit pas, il vous donne de l'espace pour grandir. Ai-je pardonné ? C'est une question complexe. Je ne crois pas que je pardonnerai un jour le mépris, la cruauté silencieuse des derniers mois. Mais j'ai pardonné à la situation. J'ai pardonné à la vie de m'avoir imposé ce détour brutal. Car sans cette chute, je serais encore au sommet de cette tour, à admirer un paysage qui, n'était pas le mien, à côté d'un homme qui ne me voyait plus. J'ai surtout pardonné à la jeune femme que j'y étais, pour sa dévotion aveugle. Elle, était pas faible. Elle aimait de toutes ses forces. Et cet amour, cette capacité à tout donner, je ne la renie pas. Simplement aujourd'hui je sais que la première personne qui mérite une telle dévotion, c'est moi-même. Je regarde le futur avec sérénité, je ne cherche plus un partenaire pour construire ma vie. Ma vie est déjà construite. Si l'amour se présente, il sera un invité bienvenu, quelqu'un qui viendra s'asseoir à une table déjà bien garnie, et non quelqu'un pour qui je devrais dresser le couvert en m'oubliant. Mon bonheur ne dépend plus d'un concours, d'un statut social, ou d'un regard extérieur. Il se trouve dans le contact de la terre, dans le rire partagé avec une amie, dans la lumière du matin qui traverse la verrière de mon atelier. Il a cru que son succès était la fin de notre histoire. Il n'a jamais compris que c'est qu'est le début de la mienne. Si je pouvais parler à cette jeune femme que j'y étais, celle qui mesurait son amour en nuit blanche et en rêve mis de côté, je ne la blâmerais pas. Je la prendrais dans mes bras, et je lui murmurerais à l'oreille ce que personne ne lui a jamais dit. Je lui dirais, aime. Aime de toutes tes forces, avec toute la générosité de ton cœur. Mais ne confonds jamais l'amour avec l'effacement. Soutenir quelqu'un, ce n'est pas te supprimer. L'aider à construire son monde, ce n'est pas démolir le tien. Ton projet le plus important, le plus sacré, ce n'est pas son avenir. C'est toi. Je lui dirai, cette force que tu admires tant en lui, cette détermination que tu nourris chaque jour, elle est aussi en toi. Tu es l'architecte, ne l'oublie jamais. Alors pourquoi t'obstines-tu à construire des palais pour les autres, quand tu as tout ce qu'il faut pour bâtir ton propre royaume ? La lumière que tu vois briller dans ses yeux n'est que le reflet de la tienne. Ne le laisse jamais, éteindre pour être le seul à scintiller. Et à vous, qui êtes peut-être en ce moment au milieu des ruines qui regardez les décombres d'une vie que vous pensiez solide, je veux vous dire ceci, respirez. Ce que vous ressentez, cette douleur qui vous coupe le souffle, ce n'est pas la fin. C'est le début. C'est le bruit assourdissant de vos anciennes fondations qui écroulent pour laisser la place à quelque chose de plus vrai, de plus fort. On nous apprend à chercher la stabilité à l'extérieur, dans un partenaire, dans un statut, dans une maison. Mais la vie m'a appris que tout cela peut être balayé en un instant. La seule véritable stabilité, la seule ancre qui résiste à toutes les tempêtes, c'est celle que l'on jette à l'intérieur de soi. C'est la capacité à se regarder dans le miroir après la chute et à se dire « D'accord, et maintenant on reconstruit ». Cette force, vous ne la trouverez pas. Vous la créerez. Dans chaque larme qui nettoie, dans chaque petite victoire sur la solitude, dans chaque pas fait vers une passion oubliée. Vous êtes à la fois les décombres et l'architecte. La douleur d'aujourd'hui, c'est l'argile de demain. Pétrissez-la, façonnez-la, et faites-en le chef des œuvres de votre vie. Votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre le plus important n'est pas celui qui s'est achevé dans la tristesse. C'est celui que vous commencez à écrire aujourd'hui. Et cette fois, la plume est entre vos mains. Il a réussi son concours et a cru avoir conquis le monde. Il ne savait pas qu'en me perdant, il m'offrait l'univers tout entier. Car cette stabilité que je cherchais désespérément à l'extérieur, cette force que je plaçais en lui, la stabilité, ça, était moi. Depuis le début.